Alors maintenant, je vais dire bonjour à ceux d'entre vous qui, si je puis dire, qui nous suivent à distance, hein, puisqu'ils n'ont pas bénéficié des annonces. Je ne vais pas les répéter, simplement, je vais les saluer, simplement les saluer pour leur dire que nous allons maintenant commencer la conférence d'aujourd'hui qui concerne le musée de minéralogie du musée des mines, de l'école des mines de Paris. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Didier Nectoux, qui en est le conservateur, qui a enseigné et qui a aussi écrit plusieurs livres sur la minéralogie, que ce soit des ouvrages pour enfants, et donc ça c'est les initiales à la minéralogie, que ce soit des ouvrages plus savants, et tout dernièrement, un ouvrage dans la collection La découverte de Gallimard sur le musée de minéralogie de l'école des mines, c'est-à-dire le thème de sa conférence aujourd'hui. Et je ne vais pas plus tarder à lui passer la parole. Je vous remercie. Ouais, ça c'est d'accord. Bon, et sur un exercice technique très particulier. Alors, On peut peut-être rapprocher. Non, il faut me laisser. Pourquoi? Nous non plus. À la lumière. Bien. Alors, sous les feux des projecteurs, ne vous voyons pas. J'espère que vous m'entendez en tout cas. Bien oui, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter le musée de minéralogie qui n'est pas très loin d'ici, hein, puisqu'il est au 60 boulevard Saint-Michel. Il s'agit de l'école des mines de Paris, qu'on appelle maintenant, vous le voyez dans le titre, École Mines Paris PSL. PSL étant l'Université Paris Sciences Lettres. Alors, les minéraux nous racontent des histoires. Je me présente souvent comme un conteur d'histoires. C'est un objet vers lequel qui nous donne envie de parler du monde. On refait le monde au musée de minéralogie. Et quand on voit ces objets absolument merveilleux, eh bien, on a envie d'en savoir plus. Alors, sur l'histoire de la Terre, certes, mais aussi sur l'histoire des hommes, puisqu'il s'agit de l'école des mines. Et donc, les minéraux ont été collectés, mais ça, je vais vous l'expliquer, pour être exploités. Donc, cette particularité fait qu'on va raconter aussi l'histoire de l'industrie, l'histoire des découvertes. Alors, c'est ici. Mais avant de commencer de parler minéraux, on va d'abord parler d'un lieu qui est évidemment l'école des mines au 60 boulevard Saint-Michel, tel que vous le découvrez lorsque vous passez sur ce boulevard, avec cette grande façade très longue là, qui a été réalisée au moment du percement du boulevard Saint-Michel, enfin juste après bien sûr. Et en fait, derrière, vous allez découvrir qu'il y a tout un tas de choses qui sont bien antérieures à cette époque-là. Alors, parlons de l'école des mines en quelques dates, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puis ensuite on ira sur le musée de minéralogie. Alors, il faut remonter en 1783, c'est Louis XVI qui va créer cette école, parce qu'il faut former des ingénieurs des mines. Les substances minérales sont stratégiques, elles sont importantes. Plus les activités humaines se développent, plus on va avoir besoin de ces ressources minérales. Il faut donc passer de stade artisanal à un stade plus développé, plus industriel. On est à l'ère pré-industrielle et pour ce faire, il faut des ingénieurs formés. Alors, il était temps. Il était temps parce que les autres nations européennes avaient déjà créé leurs écoles des mines, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre. Et pour preuve, beaucoup de mines françaises importantes étaient gérées par des ingénieurs des mines allemands. Alors, ce n'est pas toujours facile à cette époque, parce qu'on n'est pas toujours nécessairement amis avec ce pays voisin, c'est heureusement plus le cas, mais stratégiquement, ça rend les choses très compliquées. Donc, on crée cette école des mines et on ne l'installe pas du tout sur le boulevard Saint-Michel, pas du tout dans l'hôtel de Vendôme que je vous présenterai après, mais à l'hôtel de la Monnaie, que vous connaissez bien sûr. C'est là qu'on va installer cette première école des mines.
Et puis ensuite, la Révolution arrive et cette école des mines va être, école royale, va être dissoute, mais les besoins de formation d'ingénieurs sont plus que jamais pressants. Donc, elle va renaître très vite de ses cendres et deviendra école de la République. Et ça sera l'occasion de se déplacer à l'hôtel de Mouchy. Vous allez voir, je vais vous présenter tout ça après, mais je vous donne déjà quelques pistes. Et puis, les déménagements ne s'arrêtent pas là, puisqu'à la période consulaire, on ira dans les Alpes. Et je vous expliquerai pourquoi. Et enfin, il faut attendre 1815, c'est pas un hasard, c'est la chute de l'Empire, hein, pour s'installer à l'hôtel de Vendôme. Mais rentrons un petit peu plus dans le détail. Revenons sur cet hôtel de la Monnaie. Nous allons retrouver le premier directeur, qui est un personnage qui travaille d'ailleurs à l'hôtel de la Monnaie, très, très bien en cours, qui donne déjà des cours de minéralogie et qui s'appelle Georges Balthazar Sage. Balthazar Georges Sage, qui est un minéralogiste, voilà, et qui donne des conférences sur les minéraux. Et donc, les premiers élèves de cette école des mines, qui sont 4 ou 5 dans la première promotion, vont assister en même temps que le grand public au cours de Georges Balthazar Sage. Il y a une vraie logique d'être à l'hôtel de la Monnaie, puisque la monnaie, ce sont les métaux, et les métaux, évidemment, sont extraits des minerais. D'ailleurs, si vous allez visiter le nouveau musée Tresconti, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, eh bien, la première salle d'exposition parle de cailloux. Il présente des minerais, où extrait-on le plomb, le fer, l'aluminium, etc. Il y a une collection qui est constituée à cette période-là, c'est bien normal, puisque si on enseigne la minéralogie, il faut des minéraux, il faut des cailloux, il faut des roches, mais ça sera la collection personnelle de Balthazar Georges Sage, et lors des déménagements successifs de l'école, eh bien, cette collection restera là, à l'hôtel de la Monnaie, et elle ne sera vendue, enfin récupérée par l'État, qu'à la mort de Balthazar Georges Sage en 1824. Ah non, là, je suis passé du mauvais côté, excusez-moi, je ne maîtrise pas encore complètement la chose. Alors, voilà, je préfère la souris, merci. Alors, donc, on passe à la période, comme je vous le disais, révolutionnaire, et c'est le 13 Messidor qu'on crée une agence des mines. Et cette agence des mines, comme je le disais préalablement, eh bien, va se voir attribuer l'hôtel de Mouchy et l'hôtel du Périgord, rue de l'Université. Alors, ne cherchez pas aujourd'hui l'hôtel de Mouchy ou l'hôtel du Périgord. Ils ont été détruits. Ils n'existent plus à cet endroit-là. Je crois qu'il y a le boulevard Saint-Germain qui passe par là. Et donc, on ne les retrouvera pas. Toujours pour cette école des mines, qui va rester là donc pendant toute cette période, en 1802, c'est un arrêté consulaire avec un premier consul qui s'appelle Napoléon Bonaparte, qui dit qu'il faut, pourquoi ça ne marche pas, supprimer cette école des mines, et on supprime cette école des mines à Paris, parce qu'on va créer 2 écoles pratiques. Il y en a une qui se situera dans l'est de la France, mais qui en fait ne fonctionnera pas vraiment. C'est un projet qui n'a pas vu véritablement concrétisation. Mais il y en a une autre à Pesay-Noncroix, dans le département du Mont-Blanc, qui est maintenant le département de la Savoie, et qui, elle, va fonctionner pendant toute la période consulaire, mais aussi la période impériale. Je vous présente cette école des mines, qui existe toujours en tant que bâtiment, du moins, à Pesay-Noncroix. Si vous avez l'occasion d'aller en Savoie, vous rencontrerez ce bâtiment qui est installé à proximité d'une installation minière de plomb argentifère. Il fallait mettre les ingénieurs, les futurs ingénieurs, les étudiants des écoles des mines au pied de la mine, étudier véritablement une exploitation. Donc, c'était le but. En 1794 avait été créée l'école polytechnique et l'école des mines était devenue école d'application de cette école polytechnique pour enseigner l'art d'exploiter les mines. Évidemment, il n'y a pas de mines à Paris. Donc, elles sont mieux placées, en tout cas à la vue de Napoléon Bonaparte, elles sont mieux placées sur des lieux d'exploitation. Donc, c'est pour nous un peu la période de l'exil, de la délocalisation, appelez-la comme vous voulez. Et donc, comme je vous le disais, cette école va fonctionner ainsi jusqu'en 1815. Il faudra attendre donc 1815
pour que cette école revienne à Paris, évidemment, la Savoie n'était plus française. Donc, le royaume de Piémont-Sardaigne aurait bien voulu garder cette école des mines, mais Schreiber, le directeur de l'époque, n'est pas du tout d'accord et dit non, c'est l'école de la République, c'est l'école de la France, et donc elle va revenir à Paris. Et pour installer cette école à Paris, il va falloir trouver un lieu. Et ce lieu, ça sera l'hôtel de Vendôme. Alors là, je vous présente la façade que le grand public ne peut pas voir, sauf peut-être pendant les journées du patrimoine, puisqu'il s'agit de la façade vraiment de l'hôtel de Vendôme du XVIIIe siècle, qui est côté jardin, et qui a été épargné évidemment par les grands travaux parisiens. Alors, quelques mots sur cet hôtel de Vendôme, puisque c'est une deuxième institution quand même, qui au départ n'a rien à voir avec cette école des mines, puisque cet hôtel, qui ne s'appelait pas l'hôtel de Vendôme initialement, cet hôtel a été construit sur le territoire des Chartreux par un certain chanoine de la Porte. Alors, qui fait parler de lui en ce moment, parce que vous savez qu'on a retrouvé au cœur de Notre-Dame 2 tombes de coffrées dans du plomb, et parmi ces 2 tombes, eh bien, il y a le chanoine de la Porte. On a pu rencontrer d'ailleurs l'archéologue qui a fait ses fouilles et il est venu voir un petit peu les héritiers du chanoine de la Porte, puisqu'on habite ce lieu. C'est l'architecte Leblond qui va créer cet hôtel. Alors, très vite, en fait, le chanoine n'en profite pas beaucoup de cet hôtel particulier, puisqu'il meurt assez rapidement et sera donc enterré dans le cœur de Notre-Dame. Et donc, cet hôtel va être mis en location pour le bénéfice des Chartreux. Et donc, c'est comme ça que la duchesse de Vendôme va s'y installer en tant que locataire. Elle ne sera pas propriétaire, elle contribuera à son agrandissement, mais il laissera aussi son nom. On emploiera le terme d'hôtel de Vendôme jusqu'à nos jours. Alors, après la duchesse de Vendôme, eh bien, il y a des grandes accours qui vont s'y succéder, mais moi, j'en retiens un seul, si vous le permettez, c'est le duc de Chaulnes, puisque le duc de Chaulnes était quand même, outre un grand ministre, était aussi quelqu'un qui tenait cabinet de curiosité et cabinet de physique. Et dans ce lieu de l'hôtel de Vendôme se réunissaient des gens pour parler de science, pour refaire le monde. Et en fait, les appartements d'apparat et de réception de l'hôtel de Vendôme sont aujourd'hui le centre et le cœur de ce musée. Donc, la tradition de transmission des sciences se fait depuis les années 1750 dans ce lieu, qui est du coup très, très habité. Donc, bonjour au duc de Chaulnes et à la duchesse de Chaulnes. Évidemment, la Révolution arrive et le bien est confisqué et vendu à un particulier. Alors, je m'arrête là, puisque vous avez vu que cet hôtel de Vendôme ne sera occupé par l'école des mines qu'à partir de 1815. Il faut maintenant que je parle des collections, puisque le musée de minéralogie est dans ce lieu. Alors, je vous présente déjà l'entrée de ce musée de minéralogie. Et là aussi, je vais vous donner quelques dates et quelques éléments. Ça y est, je me suis encore trompé, excusez-moi. Il faut d'abord parler de ce musée de minéralogie tel qu'il existe aujourd'hui. C'est une collection de 100 000 minéraux, roches, météorites, gemmes et cristaux de synthèse. Il y a plus de 5 000 échantillons exposés et on considère qu'il s'agit de la 4e collection mondiale. Alors, revenons sur son histoire. En fait, elle est déconnectée, vous l'avez compris, puisque ces collections de l'école des mines premières étaient à l'hôtel de la Monnaie et n'avait pas déménagé. Donc, au moment où on crée cette école des mines à la Révolution, en 1794, on crée aussi un cabinet des mines. C'est l'arrêté du 24 Messidor qui statue dessus, avec un objectif extrêmement précis qui dépasse celui de l'enseignement, qui est un objectif stratégique. Il faut faire l'inventaire de toutes les productions du globe et de la République, et les ranger suivant les ordres des localités. En fait, cette collection va avoir un but éminemment stratégique, connaître la Terre, connaître où sont les gisements de métaux, de substances, comment ces substances sont exploitées, et donc pouvoir analyser tout ça, le ranger et développer ensuite des plans de développement, et parfois aussi des plans de conquête, puisqu'on inventorie le globe.
Donc là, en période révolutionnaire, puis ensuite en période impériale, on va conquérir des terres. Et ces terres, évidemment, ont aussi des ressources minérales. Il est important de les connaître lorsqu'on conquiert des territoires. Donc c'est vraiment un outil politique. Alors, cette agence et cette maison des mines, on l'a dit, c'est rue de l'université, donc il y a des services administratifs, il y a des laboratoires, il y a même un amphithéâtre. Alors, je ne peux pas vous montrer d'image de ça, parce qu'on n'a absolument pas d'illustration de cet hôtel de Mouchy. On a des écrits, mais on n'a absolument pas d'illustration de la réalisation. À la tête de l'agence des mines, on va trouver 3 noms d'ingénieurs des mines, qui sont Gilles Lomont, Lefebvre Deloncourt et Lelièvre. C'est un triumvirat qui gère cette agence des mines. Et il va avoir, d'une façon très, très rapide, évidemment, nomination de conservateurs, conservateurs des collections et conservateurs des ouvrages, bibliothèques. Voilà. Et on va trouver, à cette occasion, 3 ecclésiastiques, avec une particularité, en tout cas pour, je ne sais pas pour Clouet, mais en tout cas pour Ahuy et Tonnelier, prêtre réfractaire. Ah, ça y est, je me suis encore trompé, désolé. Alors, on y trouve notamment un personnage qui va s'avérer être un personnage absolument considérable et qui sera donc le premier conservateur, qui est l'abbé René Juste Ahuy. Donc, c'est un personnage extrêmement important qui, déjà à l'époque, est connu en tant que minéralogiste, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le nomme conservateur, et qui a déjà beaucoup écrit sur les minéraux. Il va continuer d'ailleurs à le travailler quand il sera à l'école des mines, puis ensuite au Muséum d'histoire naturelle, et ça va en faire quelqu'un qui est considéré comme un des pères de la minéralogie et le père de la cristallographie. Donc 2 disciplines extrêmement importantes. Bon, évidemment, il n'a pas tout créé tout seul. Il s'inspire largement de personnes ou contemporaines ou antérieures qui ont déjà travaillé dessus. Je me permets de citer Romédile, qui était de l'autre côté de la Seine et qui, évidemment, travaillait aussi sur les minéraux et qui a contribué très largement à connaître ce monde des minéraux. Alors, en fait, on le nomme en tant que ses compétences, bien évidemment, mais c'est aussi une façon de protéger ce savant ecclésiastique et réfractaire. Il va faire un tout petit passage en prison, il va être libéré et il échappera évidemment au raccourcissement. On garde la trace d'ailleurs de la nomination, alors on ne l'a pas, mais dans les archives là, du musée, c'est un inédit, hein. Il n'a jamais été publié à ma connaissance. On a l'acte de nomination de Tonnelier, donc gardien des collections, qui en fait, vous le verrez par la suite, je vais vous en dire quelques mots, est le véritable gestionnaire de ces collections. À lui, c'était vraiment la personne pensante, réfléchissante, écrivant, organisant, donnant des cours, mais la gestion et la réception des collections et sa classification, c'est bien l'abbé Tonnelier qui l'a géré. Alors, une collection, c'est tout ça, hein. J'ai déjà évoqué quelques verbes, mais c'est découvrir, c'est analyser, c'est étudier, c'est classer, c'est inventorier, c'est connaître, c'est éventuellement estimer. Et puis, il y a ce mot hein, que je revendique hein, pour l'école des mines, qui est celui d'exploiter la planète Terre. Avec toutes ces connotations, on aura l'occasion de revenir dessus. Exploiter, c'est découvrir des ressources minérales, c'est avoir ce génie de les récupérer, bien sûr, mais ensuite de les transformer pour faire les objets du quotidien. Mais c'est aussi, évidemment, exploiter les territoires, exploiter la nature, parfois exploiter les populations. Donc, il va falloir parler de tout ça, et ces minéraux vont effectivement parler de tout ça. Alors, regardons un petit peu ce qu'il y avait à l'époque comme collection. Il y avait une collection économique, une collection géographique, une collection gitologique, une collection méthodique. Alors, collection économique où on va avoir effectivement à la fois les produits, des lingots de fer, des lingots de cuivre, des céramiques, de la chaux, associés aux matières premières dont ils sont issus. Une collection géographique, ben ça se comprend, hein, ça va être fait par département.
par pays, une collection gitologique en fonction des modes de gisement, il y a différents types de gisements qui existent, hein, et une collection méthodique, alors c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui plutôt une collection systématique. Et là apparaissent deux personnages, l'abbé René Justali, qui a largement contribué à organiser ce monde minéral avec sa collection systématique, mais aussi un autre personnage qui est alors, sur votre gauche, sur ma gauche aussi de fait, qui s'appelle Werner, Abraham Gottlieb Werner, on aura l'occasion d'en reparler, qui est le directeur de l'école des mines de Freiberg et qui propose lui aussi une classification. Et pendant pratiquement un siècle et demi, la classification selon Werner et la classification selon Ali vont cohabiter au sein du musée de minéralogie et dans plein d'autres institutions internationales. Alors classé, là on voit apparaître notamment là aussi un ingénieur des mines, Baillet du Bellois, pardon, qui aussi fait des propositions de classification. Et voyez que là, la classification, c'est vraiment dans le but d'obtenir les substances utiles, hein, puisqu'on va, on va classer ça. Je ne sais pas si vous arrivez à bien lire, j'ai fait un petit extrait de ce document. On va avoir les substances métalliques et on va répartir ces différentes substances métalliques à la fois en les classant sous forme d'oxyde, de sulfure, et ça c'est la classification minéralogique, mais aussi sous forme de lieux, puisqu'on voit apparaître là des noms comme Vichy, Laval, enfin, etc. Donc des propositions de classification qui sont faites et qui en fait sont exemplaires, hein, puisque l'école des mines et les écoles des mines de façon générale sont vraiment les précurseurs et vont déterminer tout cet ensemble pendant plusieurs décennies. En fin de compte. Voilà, alors là, je vous ai ouvert un tiroir de la collection du musée de minéralogie pour voir un petit peu comment les choses se présentent. Elles n'ont pas tellement bougé pour finir, hein, bien que cette histoire soit plutôt 1850, mais la classification et les échantillons qu'on trouve dedans, certains, datent de l'époque de lui et de Tonnet. On a tous les registres d'entrée que nous appelons catalogues. Quand quelqu'un se présentait et ramenait un échantillon, alors on ouvrait un catalogue, c'était le catalogue X, avec l'échantillon 1. Si le lendemain, une collection entière arrivait, eh bien c'était le catalogue X plus 1, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 1000. On a ainsi plusieurs milliers de catalogues qui sont enregistrés de la main de Tonnelier pour démarrer, et puis de ses successeurs pour aller jusqu'à 2000. Alors, vous voyez une étiquette d'ailleurs qui est extrait, qui est de la main de Tonnelier à l'époque. Donc, beaucoup d'échantillons historiques. Alors, pour donner quelques exemples plutôt historiques, hein, il y en aurait bien d'autres à donner, je vous donne ceux de la période justement de création de ce cabinet, avec un certain Hasenfrast, inspecteur des mines. Les inspecteurs des mines, les professeurs des mines, les élèves des mines avaient pour mission de collecter pour compléter cette collection. Alors, on a des échantillons qui en témoignent. Un certain, on peut acheter aussi une collection. On peut confisquer une collection. On est à la période révolutionnaire, c'est ce qui s'est passé. Là, du coup, c'est assez facile de constituer une bonne accumulation. Et là, je voudrais vous citer quand même Philippe de Dietrich, qui est le maire de Strasbourg, à qui on a coupé la tête. Mais on lui a confisqué sa collection, puis ensuite on l'a réhabilité, donc on l'a rendu à la famille qui a vendu cette collection et que l'école des mines a acheté. Donc on a les échantillons de Dietrich. Alors au passage, cet échantillon-là que je vous présente, alors je ne sais pas si c'est une réalité historique, mais en tout cas on peut rêver, et c'est potentiellement possible, ayant appartenu à ce monsieur de Dietrich, présent donc cet échantillon dans son cabinet de curiosité de géologie à Strasbourg. C'est un lieu qui a reçu un certain Rouget de Lille, qui a entonné pour la première fois l'hymne pour l'armée du Rhin, qui deviendra la Marseillaise. Donc j'aime à penser, j'aime à rêver que cet échantillon a entendu pour la première fois la Marseillaise et qu'il est aujourd'hui dans nos tiroirs. Donc je vous fais partager ce petit moment d'émotion. Alors je vous parlais de Werner, directeur de l'école des mines. Là on échange. On a des catalogues qui attestent de ces échanges qui viennent enrichir les collections. Alors, on échange des fois des mots moins aimables parce qu'on n'est pas du tout d'accord pour classer les minéraux de la même façon entre Werner et lui, vous l'avez compris. Et puis, un autre nom quand même assez célèbre, puisqu'il est là aussi
fait partie de l'école des mines, au moins pendant une période, puisque c'est l'essayeur officiel des métaux précieux, c'est lui qui va analyser les minéraux. Alors on retrouve parfois dans nos tiroirs un échantillon signé de la main de Vauquelin avec son analyse. Au passage, c'est lui qui a découvert le beryllium et le chrome. Alors voilà, c'était l'aspect un petit peu historique de ces trois grandes entités que sont le musée de minéralogie, l'école des mines et l'hôtel de Vendôme. On pourrait en dire bien plus, évidemment, là, ça serait l'objet de plusieurs conférences. Alors le musée aujourd'hui, je vais vous faire une petite visite assez rapide, vous avez déjà vu son escalier. Alors son escalier, déjà, c'est monumental, c'est impressionnant et c'est déjà très géologique, puisqu'on a des décors, on a les Alpes, on a les Pyrénées, on a les geysers d'Islande, on a les grottes de Fingal en Écosse, etc., qui présentent des grands paysages géologiques et que je présente souvent comme étant le premier PowerPoint de l'histoire, puisque on s'appuyait sur ces sujets-là pour pouvoir commenter là où se formaient les minéraux, les roches, où on les trouvait. Alors, on a aussi des fresques au plafond exécutées par Abel de Pujol. Là, c'était Hugues qui avait fait les paysages. Là, c'est Abel de Pujol. Et qu'est-ce que nous présente Abel de Pujol? C'est tout à fait étonnant. Vous voyez donc une allégorie antique avec quelques anachronismes cependant, puisque vous avez un casque de mineur, vous avez des gens qui exploitent la mine et qui viennent offrir à une déesse transformatrice ces matières premières pour en faire des objets du quotidien, pour en faire des objets guerriers, pour en faire des objets décoratifs. Bref, en un mot, pour se mettre au service de l'industrie. Et cette industrie, elle va être présentée sous la forme d'une cheminée, d'une machine à vapeur. Et là, ces réalisations datent de 1850, parce qu'effectivement, l'école s'est installée là en 1815, mais l'État est devenu propriétaire en 1838, et donc les grands travaux d'aménagement, tels qu'ils existent jusqu'à aujourd'hui pour la collection de minéralogie, ont été réalisés en 1850. Vous avez aussi cette fresque tout à fait étonnante des grands de la minéralogie, qui présente, alors certes, des gens qui n'ont pas tous été élèves de l'école des mines. Je ne pense pas qu'Aristote puisse prétendre avoir été élève de l'école des mines, mais il est parfait, mais qui ont contribué à la connaissance du monde minéral. Donc vous avez toute cette fresque qui nous emmène vers des gens contemporains, en tout cas de 1850, avec l'abbé René Justin VIII, tout central, mais vous avez aussi des personnages comme Cuvier, on va retrouver Vauquelin, et puis aussi, sous le côté de la photo, un certain Dufresnoy, qui est le directeur de l'école à l'époque, mais qui est aussi le professeur de minéralogie. Alors, on entre dans ce musée de minéralogie, et là, on découvre la beauté d'un lieu, et on découvre aussi la beauté des minéraux. Nous sommes en 1850, les armoires et les vitrines en chêne, et les placards en chêne sont restés là, et vous accueillent pour présenter ces merveilles minérales. Si vous rentrez, vous allez découvrir un lieu qui est extrêmement grand. On a pratiquement 1000 mètres carrés d'exposition. Ça, c'est tout à fait étonnant quand on devine cette école des mines. On n'imagine pas qu'il y a ces trésors qui sont cachés avec ces 5000 pièces d'exposés et ces 100 000 échantillons qui sont tous là. Vous avez cette grande galerie qui s'étale sur 80 mètres de long. Voilà, de perspective. Et encore une troisième du côté des fenêtres. Alors, c'est un lieu magique où on peut évoquer tous les fantômes que j'ai évoqués jusqu'à présent. Bien sûr, si les lieux sont hantés, alors j'ai fait un petit montage contemporain, et tout d'un coup, Sage qui réapparaît, même s'il n'a pas connu ce lieu sous cette forme-là, c'est un vrai anachronisme. On peut l'imaginer errant dans ces couloirs et ces galeries, puisque des échantillons qui lui ont appartenu, comme aux autres, sont présents dans les tiroirs. Alors, revenons sur le musée d'aujourd'hui. C'est un outil de médiation. Il est aujourd'hui pour moi quelque chose d'extrêmement important parce qu'il permet de matérialiser les liens qui existent entre minéraux et objets manufacturés. Tout ce qui existe autour de nous, tout ce que nous avons dans la poche, tout ce qui est sur nous vient de la Terre. Et donc, il faut des minéraux pour pouvoir fabriquer ces objets. On l'a complètement oublié aujourd'hui dans les grands débats. Enfin, quoique, on a quand même l'actualité qui se rappelle à nous, avec différentes substances qui viennent à manquer parfois, mais on a quand même oublié ce lien avec la Terre, et là on peut, au musée de minéralogie, le matérialiser. Et ça va nous permettre de parler des grands sujets de société.
On verra, je vous en citerai un à un moment donné. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'adresse au grand public. Ce musée, il a la nécessité d'être connu par le plus grand nombre, parce qu'on va refaire le monde dans ce musée, et on va parler des grands sujets d'actualité, de sujets guerriers, de sujets économiques, de sujets environnementaux, mais aussi de la merveilleuse histoire des sciences, bien sûr. Donc, pour faire venir les gens, il faut trouver des sujets attractifs. On va inventer des parcours, on va essayer de focaliser sur des pièces extraordinaires qui vont attirer le public. Et là, je vais vous en présenter quelques-unes. Je vous présente une jolie varicite. D'aucuns voient le plan de Paris. Vous pouvez imaginer ça, vous pouvez imaginer tout ce que... Bon, là, en tout cas, je vois bien le boulevard Saint-Michel. Enfin bon, donc c'est une varicite, c'est un phosphate, avec ces merveilleuses couleurs, oui, qui sont quand même pas trop mal restituées sur l'écran. Je vous présente là une aragonite avec son entremêlement de petits cheveux minéraux extrêmement précieux. C'est un échantillon qui fait une trentaine de centimètres de haut. Je vous laisse imaginer, il est arrivé en 1850, il venait d'Autriche pour arriver dans ce musée. Je vous laisse imaginer le transport d'un tel échantillon venant de si loin. Alors, ceci dit, je peux vous donner la solution, c'est très facile. Vous mettez consciencieusement cette aragonite dans un tonneau, dans une caisse, et puis vous remplissez tout ça de farine. Vous allez pouvoir le transporter aisément sans pouvoir le casser. Du sel gel. Ça correspond exactement à notre sel de cuisine, et celui-là, il a superbement cristallisé. De l'or piment. L'or piment, or pigment. Qui est d'une beauté incroyable, mais qui est d'ailleurs un minéral qui a servi à faire des enluminures au Moyen-Âge, mais qui est aussi un puissant poison. C'est un sulfure d'arsenic. Cette merveille-là, on n'a pas trouvé sous nos pieds, et pourtant ce minéral existe sous nos pieds puisqu'il s'agit de gypse. Le gypse, ça sert à faire du plâtre. On va le chauffer à 120 degrés, on va fabriquer du plâtre. Mais là, c'est une merveilleuse fleur minérale qui nous vient du Mexique. Forme très étonnante, très suggestive, qui nous fait penser à une sculpture, et qui pourtant est, alors pas vraiment un minéral, mais une structure minéralogique, c'est de la sépiolite, c'est de l'argile. Donc c'est une forme d'érosion que je vous présente ici. La nature a parfois des cocasseries, des évocations étonnantes. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il ne se passe rien. Il y a un petit brouillage. C'est la censure peut-être. Non, ce n'est pas un Botero, non, ce n'est pas une Vénus paléolithique. Oui, c'est une forme d'érosion d'argile, la sépiolite. On la rencontrera encore tout à l'heure. Des cubes absolument incroyables qu'on croirait taillés par l'homme, avec des faces miroitantes. C'est de la pyrite, association de 3 cubes de pyrite. Alors, il y a aussi des objets d'exception. Je vais vous en parler. J'espère vous donner l'envie de venir voir ce musée minéralogique. Vous allez vous précipiter dès demain matin pour le visiter, j'espère, du moins. Parce que pour attirer le public, on présente ça. Nous sommes dépositaires d'une partie des joyaux de la couronne de France. On va faire tout un exposé là-dessus. Hein. Je vais vous en dire quand même quelques mots. Il y a 3 vitrines qui présentent ça. En 1887, les joyaux de la couronne de France sont vendus. C'est un acte politique. La République veut détruire ce symbole monarchique qui, dans son esprit, symbolise les rois et les empereurs. Donc, il y a vente. Je ne m'étale pas sur le bien fondé de cette vente, ça serait vraiment à discuter, puisque c'est à la fois c'est une très mauvaise affaire financière, et c'est aussi évidemment une destruction du patrimoine de la France, qui va faire qu'on va s'empresser d'ailleurs de racheter par la suite, pas au même prix qu'on a vendu évidemment, puisque ce que vous voyez quand même à la galerie d'Apollon au Louvre, la plupart des pièces ont été rachetées, très peu de pièces ont été épargnées de la vente. Mais il y a quand même quelques pièces qui vont être épargnées et qui seront déposées dans 3 musées parisiens. Le Muséum d'histoire naturelle, ça c'était assez classique, hein. Le musée du Louvre, mais le Diamant le Régent, la Côte de Bretagne, l'épée de Charles X, c'est tout. Hein. Le reste a été racheté. Et puis, quelques pièces, là je vous présente quelques émeraudes, et aussi des améthystes, et aussi des topazes qui ont été déposées à l'école des Mines. Et celles-ci, elles n'auront été exposées, elles ne sont exposées aujourd'hui que depuis 2016. Nous, on l'a fait parce que c'était censé attirer les gens, parce que quand vous présentez les joyaux de la couronne, vous voyez immédiatement les télévisions arriver, avec Stéphane Bern, bien sûr, et donc ça nous donne une bonne notoriété. Voilà. Alors, il y a quelques épisodes quand même qui se passent à l'école.
on avait hérité de perles que l'on a vendues. Donc, je ne sais pas s'il faut s'en rappeler, mais c'est un épisode que l'on a découvert d'ailleurs, parce qu'on avait carrément oublié. Ces perles ont été vendues en 1903. Si vous voulez savoir plus de détails, j'ai le petit livre que justement vous présentez, vous pouvez venir au musée de minéralogie. Voilà. Et puis on a eu un vol, comme souvent dans les musées. C'est le dernier, hein, cependant, je vous rassure. Il est en 1909, donc il y a prescription, mais quand même, il y avait des diamants qui avaient été déposés. Il y en avait 3 qui avaient été déposés à l'école des mines. Ils ont été volés avec d'autres diamants. On a aussi des météorites. Vous avez là une météorite Canyon Diablo de plus de 220 kg. Un objet absolument extraordinaire que l'on peut toucher. On peut toucher aussi la Lune. L'école des mines est un établissement qui promet la Lune et qui tient parole, puisqu'on va pouvoir toucher la Lune et même vous pourrez toucher Mars. Et même vous pourrez faire la connexion entre Mars et la Lune. Alors, ce sont des objets qui sont des météorites, c'est-à-dire des objets qui ont été arrachés à la Lune et à Mars par un choc météoritique, qui ont ensuite été mis dans le système solaire et qui, pour cela en tout cas, sont tombés sur Terre et ont été ramassés par des collectionneurs. Voilà, donc ça attire les gens, parce que les météorites, alors on n'a pas de dinosaures, quoique aussi on a quelques dinosaures à montrer, mais on n'en a pas non plus. Alors, les minéraux nous parlent du quotidien. Alors, je vais pas m'attendre dessus, parce qu'il y aurait plein de choses, mais je vais revenir sur cette septiolite. Vous la connaissez peut-être sous un autre nom. Ah, ça y est, je me suis encore trompé. Écume de mer. Cette argile-là qui flotte sur l'eau, d'une texture très particulière qui a été érodée par l'eau. Cette argile est réfractaire, cette argile est poreuse, cette argile est facile à sculpter. Voilà 3 propriétés qui en font un matériau d'excellence pour pouvoir sculpter ces fourneaux de pipe et en apprécier les fragrances du tabac. Donc je m'arrêterai là sur la promotion du tabac. Mais parfois, donc l'homme met à son service les propriétés, alors parfois au service de ses vices, mais met à son service les propriétés des minéraux pour ses usages. Donc c'est un exemple un petit peu anecdotique, mais qui méritait d'être cité. La pyrite, alors c'est un sulfure de fer. Et ce sulfure de fer, on va le récupérer pas tant pour faire du fer ou de la fer, mais surtout pour récupérer le soufre et pour en faire de l'acide sulfurique. Une prosaïque, c'est pas très intéressant, et pourtant beaucoup bien utile dans l'industrie chimique. Alors, les minéraux nous font aussi réfléchir. J'en profite pour regarder l'heure, j'espère que je n'ai pas été trop bavard. C'est pas mal, je vais y arriver. Il faut de temps en temps me calmer, parce que des fois je m'emballe un peu, donc là, non mais ça va. Je crois que j'ai respecté bien l'heure. Les minéraux nous font réfléchir, et je vais vous citer qu'un cas. Je vais vous présenter ce minéral-là qu'on appelle la tantalite, et qui est un minerai de tantale. Saviez-vous qu'il existait la guerre du Tantale? Alors, je vais expliquer. Et je vais expliquer par cette image qui n'est pas très réjouissante, une image prise sur Internet, hein, qui émane d'associations américaines et qui présente ce qu'on appelle le coltan. Donc, c'est la contraction de colombite et tantalite. Là, vous avez la tantalite. Ce sont 2 minéraux qui sont souvent associés et qui sont considérés comme étant le minerai de tantale. Donc, cette jeune femme a dans la main du minerai de tantale et elle a dans l'autre main un objet qui évidemment est en relation, qui est un téléphone portable. Alors, vous ne voyez peut-être pas bien sur la photo, mais il y a aussi du sang qui s'écoule de ce portable et l'image qui est présentée par ce portable, ce sont des jeunes Africains de République démocratique du Congo. Alors là, on met en scène plusieurs acteurs. Un minerai, un objet et un pays. Alors, je vais développer un petit peu pour pouvoir qu'on y comprenne quelque chose un petit peu. Voilà, ce tantale, où est-il? Eh bien, ce tantale, il est dans les microcondensateurs qui sont dans nos portables. Donc là, ce soir, je pense que chacun a un portable. Donc, on a une dizaine de microcondensateurs fabriqués avec du tantale dans nos poches, dans nos sacs. Ce tantale, il vient principalement de la République démocratique du Congo, dans une zone qu'on appelle le Kivu. Alors, le Kivu, on en a beaucoup entendu parler dans les informations parce qu'il y a la guerre là-bas. Il y a une guerre interethnique. C'est aux confins du Rwanda. Là aussi, on a entendu parler de ce pays.
Cette guerre interethnique est quand même sous-tendue par des enjeux économiques, des enjeux stratégiques, qui sont les minerais. Il y a du tantal là-bas, il y a du cobalt, il y a du tungstène, il y a de l'or. Et c'est une zone que, si le pays était stable, on aurait du mal à exploiter. Pourquoi? Parce que c'est une zone où il existe la forêt équatoriale primaire et c'est le territoire des gorilles. Donc, dans un pays stable, en fait, on ne va pas faire des exploitations sur le territoire des gorilles. On sanctuarise ce lieu. Dans un pays déstabilisé, il est beaucoup plus facile d'accéder au gisement. C'est une des raisons de la déstabilisation du pays. On fait donc la connexion entre une substance, un objet manufacturé qui nous est parfaitement indispensable, et ça y est, c'est reparti dans le sens, et de l'esclavage, parce que, en fait, puisque les hommes se battent, c'est les enfants qui vont exploiter, des massacres, évidemment, et la destruction de la nature. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, l'ambiance est un petit peu plombée. Avec une dose de pessimisme et puis de culpabilité. L'objet n'est pas de culpabiliser. L'objet est de faire réfléchir sur ça. Et c'est d'ailleurs ce que l'on a mis en place au musée. Là, je vous présente une vitrine qui est toute récente. Il parle des minéraux du portable, en réalité des minerais qui conduisent aux éléments qui permettent de fabriquer le portable. Il y a 38 étapes dans le musée, puisqu'il y a 38 minerais qui sont réunis. À chaque fois, on va parler des merveilleuses propriétés de ces éléments, de ces métaux, que l'homme a su s'approprier pour en faire un objet qui, surtout, est quand même un objet absolument extraordinaire. Imaginez 42 cailloux qu'on transforme dans cet objet qui nous permet de communiquer, qui nous permet de faire des tas de choses absolument extraordinaires. Parfois, on est un peu dépendant, certes, mais quand même, quelle prouesse technologique, quelle merveille. Mais aussi des lieux d'exploitation qui sont parfois difficiles, des substances rares. On pourrait parler des terres rares avec la Chine. On a parlé du tantal et de la République démocratique du Congo. On pourrait aussi parler du cobalt. On pourrait parler du sel et donc du lithium qui est exploité en Amérique du Sud. On pourrait parler de l'or en Guyane. Et à chaque fois qu'on évoque ces mots-là, on a des enjeux économiques, on a des enjeux environnementaux, on a des enjeux géostratégiques qui surgissent et qu'il nous faut réfléchir. Et non pas dire je vais jeter mon portable parce que c'est une source de malheur pour la planète entière. C'est pas ça du tout le propos. C'est que c'est une source effectivement de problème. Et ça, les matières minérales ont toujours été une source de problème puisqu'elles sont stratégiques. Il faut donc par contre essayer de réfléchir à faire en sorte de trouver le meilleur compromis possible pour continuer le progrès, mais aussi ne pas trop détruire la planète et ne pas trop susciter de conflits. Alors c'est une utopie, mais cette utopie, on doit évidemment la poursuivre. Et c'est de ça qu'il faut parler. Et là, les conversations sont immenses, évidemment. Et c'est en ça que ce musée merveilleux d'objets va nous permettre de refaire à notre façon un peu le monde et de réfléchir et de regarder notre portable un petit peu autrement. Il ne s'agit pas de le jeter, il s'agit de l'utiliser. D'ailleurs, pour ce faire, nous proposons, pour pouvoir expliquer ça, des QR codes. Il faudra donc utiliser votre portable pour avoir cette information. Vous voyez qu'on a géré nos antagonismes et parfois nos contradictions. Et là, on vous expliquera que, là, en l'occurrence, j'ai pris l'objet du lithium. Le lithium, c'est un métal particulier qui est issu du spodumène et qu'on trouve le lithium, et tout au moins on l'exploite plutôt en Australie ou en Amérique du Sud. Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi le lithium, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a du lithium en France. On parle de mines que l'on va peut-être ouvrir dans le Massif central. On parle de potentialité en Bretagne. Aussitôt qu'on a mis ces mots-là, on va diffuser sur Internet, on suscite évidemment polémique. Parce qu'il nous faut absolument ce lithium. On considère qu'on va multiplier par 40 la demande avec la transition énergétique des bâtiments, mais aussi des voitures, des automobiles, etc. Donc on en a absolument besoin. Mais en même temps, évidemment, les Bretons ne sont pas tout à fait d'accord pour qu'on ouvre des mines. Les gens qui vont être à côté de ces mines ne sont pas tout à fait d'accord pour ça. Donc il va falloir en discuter, il va falloir trouver des compromis. Ça va être très certainement pas facile, mais on ne pourra pas passer autrement que par la discussion, parce que ça s'appelle la démocratie.
Voilà, c'est à ça qu'on sert. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très noble. Alors, j'ai mis ce transparent là qui illustre en fait qu'on peut le développer. Là, j'ai pris le dental, j'ai pris le lithium. Mais voyez que, et j'aime bien ce schéma parce qu'on part du moulin. Et là, on est dans les années 1700. L'homme a pendant des siècles et des millénaires même travaillé avec une vingtaine d'éléments à son service. Hein. Et là, aujourd'hui, il a colonisé pratiquement tout le tableau périodique des éléments, il en reste que 70, avec tout un tas d'utilités. Mais ces éléments servent à fabriquer les éoliennes, servent à fabriquer les téléphones portables, servent à fabriquer les panneaux photovoltaïques, nos voitures aussi. Et évidemment, avec tout ce que l'on consomme, hein, on est passé de quelques centaines de millions d'habitants à plusieurs milliards maintenant, eh bien, forcément, il va falloir parler de cette problématique de consommation de matières premières et encore une fois, essayer de trouver les meilleurs compromis possibles. Je n'ai pas les solutions, hein. J'ai simplement les connexions et les questions. Voilà. Donc, pour conclure, hein, les grandes questions des ressources minérales avec géostratégie, économie, le développement durable dont on parle tout le temps, hein, qu'est-ce que l'on consomme, qu'est-ce que l'on veut consommer, voilà autant de questions. Évidemment, les thèmes du recyclage sont évoqués, donc on pourra parler comme ça, biodiversité, climat, environnement, musée de minéralogie. Bref, nous, on est là pour nourrir, les minéraux sont là pour nous nourrir à la fois au niveau des développements technologiques, mais aussi, avec leur beauté au musée de minéralogie, nourrir notre réflexion et susciter nos décisions. Et aussi notre imagination, parce qu'il va en falloir pour pouvoir concilier tout ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que je vous ai donné le goût de venir et d'en savoir plus. Pour ce faire, vous venez au musée de minéralogie. Vous pouvez découvrir aussi ce magnifique livre que je n'ai pas amené, donc vous n'aurez pas l'occasion de le voir, mais une raison de plus pour venir au musée et pour pouvoir l'acheter aux éditions Gallimard Découverte, qui parle de ce musée et de ses collections et de l'histoire de ses collections. Il y a aussi un livre un petit peu plus ancien, qui parle de curiosité minérale, qui vous raconte 400 anecdotes, comme j'ai pu en faire quelques-unes là aujourd'hui, à travers là vraiment une présentation de plus de 400 de nos pièces merveilleuses de ce musée. Je vous remercie de votre attention. Alors, je crois qu'on va passer aux questions. Je vais commencer. Vous avez parlé déjà différents nombres de pièces, on fait des pièces, et comment on organise le placement. Et puis, si vous voulez bien, ce sera pas encore On pourrait le répéter, hein. Il n'y a pas de souci. Alors en plus, ce classement, vous savez, est très très subjectif, on peut dire. Alors, on devrait dire, allez, on fait partie des 10 premières collections mondiales, et comme ça, on serait tranquille, on ne se chamaillerait pas. Parce que se rendre quatrième, je ne suis pas complètement sûr qu'on l'aime. Enfin, ça avait été estimé en son temps, alors sur des critères très précis, qui étaient sur la collection systématique, l'exhaustivité des espèces minérales, leur diversité et la qualité des pièces de la collection systématique et des collections types, c'est-à-dire des échantillons référents. C'était vraiment ça qui nous mettait sur ce plan mondial. Ce n'était pas la quantité, on a 100 000 échantillons, il y a des collections qui possèdent des millions d'échantillons. Donc c'est surtout sur ce critère-là. Bon, je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas été détrôné de la quatrième. Alors, les autres collections, évidemment, ça c'est la question immanquable. Alors, il y a une autre collection sur Paris qui fait partie du top, c'est celle du Muséum d'Histoire Naturelle, bien sûr, qui était la première collection et qui a aujourd'hui, je pense, passé au second rang, derrière la Smithsonian aux États-Unis. Hein, bien sûr, parce que là, il y a des moyens financiers considérables qui font que les acquisitions sont extrêmement nombreuses et les musées français ne peuvent plus se permettre ça. Voilà. Donc, du coup, on est passé un petit peu derrière. Et puis, le British Museum, très certainement. Hein, voilà. Bon, après, là, on ne va pas se chicaner sur ça, mais disons dans les premières collections mondiales, voilà, comme ça, on pourrait y associer Saint-Pétersbourg, Vienne, et puis d'autres très prestigieuses collections. Donc, alors moi, je voudrais vous parler de l'ouverture à l'ensemble des minéraux qui fait pas le développement et surtout des possibilités
mais on n'est pas dans le mouvement de l'encyclopédie, connaissent fondamentalement, on même de l'utilité. Mais vous avez raison, parce que c'est ce qui fait d'ailleurs ressortir tout l'intérêt de ces collections. Parce que, vous l'avez compris, la mission première, c'était l'inventaire. On a cru à un moment donné qu'on avait tout connu. Alors certes, pas tous les gisements, pas toutes les propriétés, mais au milieu du XXe siècle, on se dit, bon, ben voilà, ces collections de minéralogie ont un intérêt certes historique, certes patrimonial, enfin voilà, c'est un petit peu dépassé. Et puis surgissent les nouvelles technologies avec ces éléments que l'on connaissait, mais dont on ne connaissait pas nécessairement les propriétés, ou si on les connaissait, on ne savait pas les mettre à notre service. Là, aujourd'hui, on le sait. Et donc, de nouveau, la charge d'inventaire ressurgit pour les terres rares, pour le lithium. Alors, il y a deux façons de faire. Quand on fait une recherche, en général, pour toute recherche, quelle qu'elle soit, et ce n'est pas aux historiens que je vais apprendre ça, on fait d'abord un état bibliographique, un état de connaissance de l'art. Eh bien, je peux présenter notre collection comme étant la grande bibliothèque des claviers. On va pouvoir consulter dans nos tiroirs un certain nombre de substances qui ont été exploitées depuis et retirées des fois depuis plus de 2 siècles, qui aujourd'hui d'ailleurs ne sont plus peut-être accessibles. Les mines ont fermé, la végétalisation est repartie, et pourtant, des stériles de miniers peuvent être intéressants de ce point de vue-là. Est-ce que j'ai une petite idée de savoir si c'est vraiment intéressant? Commençons par étudier les échantillons du musée de minéralogie. On ouvre les tiroirs, ils sont là pour ça. On n'aura pas là toutes les réponses, mais on saura si oui ou non. Et si la réponse est oui, alors là, on peut se permettre d'envoyer des géologues prospecteurs pour en connaître plus et pour estimer les réserves. Mais c'est déjà la première démarche. Et du coup, cette collection reprend tout son intérêt scientifique et stratégique au XXIe siècle, et ça, c'est formidable. Pourquoi il y a une prolongée de notre remarque, celle que vous venez de faire concernant les collections, concerne le soin de tout de l'année. Il y a des démarches. Et puis on s'est dit au milieu du XXe siècle, bon, ça va toujours des tout, et très bien. Et on a fait des solutions, et tout va revenir à l'idée, etc. Et puis on commence à y revenir. Et les gens même, par exemple, au second, on est la qualité. Et on se rend compte qu'il y a une population prolétaire, donc, le musée de par exemple, moins de sec, avec quantité d'espèces qui ont des propriétés. Absolument, les propriétés végétaux, notamment pour toute la pharmacopée, et la découverte de nouvelles molécules est absolument essentielle. Et on a des trésors dans nos musées, parce que les choses sont déjà là, on n'a des fois pas besoin d'aller les chercher beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci, monsieur. Savoir si vos collections sont en place, vous fermez, vous continuez à explorer, vous fermez encore un plein volume minéral, je n'en parle. Alors, la constitution de cette collection, j'ai évoqué quelques termes, hein, des échanges, des collectes, parfois des achats, tout ça, et évidemment des dons, tout ça a quand même bougé. Aujourd'hui, on n'a plus d'argent pour acheter. Donc, ne parlons plus d'achat. On n'a plus d'argent pour aller explorer. Donc, le conservateur, il reste dans son musée. Hein. Voilà. Alors, on ne peut plus échanger puisque les collections sont figées et inventoriées. Donc, il ne nous reste qu'une seule solution pour agrandir notre collection, c'est le don. Mais des dons, on en a encore beaucoup parce qu'on est une collection prestigieuse et il y a beaucoup de gens qui ont envie, d'abord qui aiment ce musée, qui aiment cette collection, qui aiment ce lieu, et qui ont aussi envie de s'inscrire dans la liste des généreux donateurs, il y en a des milliers, et donc dans cette grande généalogie des contributeurs à, ce magnifique objet patrimonial qu'est la collection minéralogique. Donc aujourd'hui, ce sont des dons. On n'exclut pas les dons financiers, hein, ça peut nous aider aussi. J'espère avoir répondu à votre question.
Alors, vous parlez bien de 10 et 14 ans. Alors, ça, c'est important parce que avant 10 ans, il n'y a pas un seul enfant, fille ou garçon, qui n'a pas ramassé de cailloux dans ses poches pour aller mettre ça sur son étagère, pour le mettre dans la voiture, pour le mettre dans sa poche, enfin, etc. C'est-à-dire qu'il y a spontanément une appétence des enfants petits pour les cailloux, qui des fois perdure, hein, parce que chacun d'entre nous a ramassé un galet, sans doute, au bord de la plage, pour pouvoir... voilà, c'est l'objet mémoriel, hein, mais c'est aussi l'objet de collection, parce qu'il y en a des blancs, il y en a des noirs, enfin, etc. Donc, spontanément, les gens vont vers ça. Je me demande si le système, c'est une question un peu polémique, mais si la façon d'enseigner la géologie n'est pas plutôt quelque chose qui rebute les gens plutôt que qui les attire. Parce que de ces enfants qui avaient tous des cailloux dans les poches et qui adoraient les cailloux, on ressorte des bacheliers et bachelières qui, lorsque l'on parle de géologie, ont plutôt une reprise de crise d'acné que d'une envie de se précipiter au musée de minéralogie. Donc, il y a déjà cet aspect-là des choses. Maintenant, sur l'envie d'aller vers le monde minéral plus marqué aujourd'hui, oui, je le vois. Je le vois chez les plus jeunes. Donc là, la trace 10 ans, parce que là, ça commence un petit peu à s'estomper, cette passion. Donc les ados, en fait, en quelque sorte. Je le vois chez les ados, mais je le vois chez les grands aussi. Alors, ça s'inscrit dans ce grand retour à la nature. On est en train de découvrir que l'on vit sur une planète absolument merveilleuse, qui a des richesses absolument extraordinaires, qui permet de s'émerveiller, qui permet aussi de se ressourcer. Et donc, tout ce cadre-là, et puis aussi de s'interroger hein, sur la préservation de l'environnement, tout ce contexte-là fait qu'effectivement, on regarde les cailloux d'une façon un petit peu différente. Et tout d'un coup, lorsqu'on va dans le musée, on s'aperçoit qu'elles sont merveilleuses. Voilà. Donc oui, ce regain d'intérêt, je le sens, mais pas seulement à travers ces générations-là, vraiment à travers tous. Voilà, merci. Ah, il y en a encore. Ah, il y en a encore plein. On peut rester jusqu'à 20h, il n'y a aucun problème. Des activités proposées aux adolescents, de réflexion et d'analyse à la fois du Alors, on est une toute petite équipe, donc on a un très très grand musée, mais on est que 2 scientifiques à animer ce musée. Voilà, donc on essaye par tous les moyens de propager, alors à travers des conférences comme celle-là, à travers un livre comme vous l'avez vu, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Si vous allez sur la chaîne YouTube, ça permet de faire une page de publicité, merci madame. Si vous allez sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook du musée, vous pourrez découvrir plus de 200 vidéos sur les minéraux. J'ai écrit un livre pour les enfants. Au niveau des visites du musée, vous avez vu que ce parcours du téléphone portable, là je ne l'ai pas développé, mais ce parcours du téléphone portable était essentiellement destiné aux scolaires. Ça tombe bien, il y a 38 minéraux. Une classe, c'est à peu près 35, 36 jeunes. Donc chacun va partir chercher son minéral fétiche dans le musée, le trouver, ramasser des informations. On va tous se réunir et on va fabriquer un téléphone portable et se poser les bonnes questions. Dans votre présentation historique et déplacement lui, j'ai été vraiment très intéressée par le fait que vous citiez la ligne de président 3 qui a été exploitée pendant 3 siècles, mais qui a été exploitée pendant 3 siècles par une entreprise qui était située là, parce que va savoir on était à ce moment-là. Italienne. Elle n'a été française que pendant la petite période de la Révolution, pendant laquelle justement, je connais cet endroit depuis les années 1950, je ne fais que des marches.
dit, en très longues années, quelqu'un de très compétent a fait d'abord un travail muséographique, il a retrouvé tout ce qu'il pouvait à Rieux, et aussi un travail archivistique extraordinaire de la direction de l'île, qui à ce moment-là, on a écrit évidemment la géographie, la population de la région. Est-ce que vous connaissez Oui, tout à fait, mais au moment où vous le disiez, je vous avoue ne pas retrouver le nom de... Absolument. Oui, bien sûr, non seulement je le connais, mais j'ai eu l'occasion d'aller faire une présentation à Pesenne-en-Croix. C'était très, très émouvant et on a beaucoup travaillé ensemble. Évidemment, personne ne prononce l'histoire, absolument, car personne ne géographie, c'est exactement l'histoire de l'île et tout à fait. Ah, il y en a encore. Merci pour ce complément historique. Il y a encore des questions, c'est très bien. Ce qui est bizarre, comme les mines. Ah. Bonjour. Les nouveaux territoires la France dans le programme les zones qui étaient jusqu'à présent beaucoup moins inaccessibles. Alors, je vais avoir deux éléments de réponse. Là, vous évoquez déjà les découvertes. Alors, sachez qu'on découvre à peu près 50 espèces de minéraux par an. Et ce n'est pas au Kerguelen que ça se passe. Ça peut se passer dans le Tarn, comme ça peut se passer en Inde, enfin, etc. Alors, évidemment, ce sont des espèces absolument microscopiques et qui sont mis en évidence au microscope électronique à balayage pour leur composition, etc. Ça passe par une commission internationale, c'est très compliqué, mais quand même 50 espèces. Donc moi, quand j'ai appris la minéralogie, il y avait 3500 espèces. Il y en a maintenant plus de 5600. Comme ça, vous pourrez calculer un petit peu mon âge. Mais voilà. Donc, et ça, c'est partout. Hein. Là, il n'y a pas... parce qu'en fait, encore une fois, c'est le monde de l'infiniment petit dans lequel ça se passe. Et donc là, on est loin d'avoir tout découvert, évidemment. Et c'est là où sont les grands champs de découverte, plutôt que sur ces continents inhabités. Le deuxième aspect de la réponse, c'est l'Antarctique et ses réserves naturelles. Et ça, c'est très, très important, parce qu'aujourd'hui, il y a un consensus international pour dire on ne touche pas à l'Antarctique. Il y a un consensus qui n'est pas tout à fait international, qui dit on ne touche pas au fond des océans. Ça y est, là déjà, quelques pays ont choisi
de ne pas suivre cette consigne-là. La France, elle, reste sur cette position. Ça, ce sont des grands débats éthiques que l'on doit aussi mener au regard de nos consommations. Parce qu'à un moment donné, cette question va être économiquement tellement pressante que cette éthique risque d'être mise à mal. Donc ça fait partie des grandes questions. Que consommons-nous? Que voulons-nous consommer? Et comment allons-nous résoudre cette quadrature du cercle entre économie, entre environnement, donc protection de la planète, et développement? Voilà. Donc c'est une question extrêmement importante. Et là, c'est sûr qu'il y a des enjeux extrêmement forts qui sont dessus et qui sont parfois inquiétants parce qu'on peut se poser la question de combien de temps cette éthique va tenir au regard des pressions qui existent liées à la consommation sur ces zones. C'est toute une problématique. Donc, l'important, c'est déjà de prendre conscience et de faire les liens entre tout ça. Après, encore une fois, la réponse, je ne l'ai pas, parce que ça ne peut être que l'objet d'un compromis, d'une discussion, en fonction des conditions économiques et politiques du moment. Et ça, c'est très important. Mais si on veut pouvoir en parler correctement et paisiblement, sans se lancer des pierres, de toute façon, au musée de minéralogie, c'est impossible. À son derrière vitrine, elles sont trop précieuses pour qu'on se jette des cailloux. Et ni même des invectives. Il va falloir en parler. Et évidemment, on n'est pas d'accord. Bien sûr qu'on n'est pas d'accord. Parce que chacun a son projet de société, sa vision des choses, son ambition. Encore une fois, c'est ce que je vous dis, moi je finis toujours en disant allez voter, ça s'appelle la démocratie. Écouter les autres et de ne pas être d'accord avec eux et de faire des concessions. Merci encore une fois pour cette présentation de ce que est bien là. Passionnant. Et donc, merci encore. Et merci. Ouvert le samedi et les autres jours de la semaine, pas le dimanche. Le complètement indépendant de Jussieu. Oui. Merci, monsieur. Merci.